C'est un grand plaisir d'accepter la présidence d'honneur dans le cadre du mois de la sensibilisation de la maladie de Parkinson. Je tiens à féliciter la Société Parkinson du Québec pour le merveilleux travail qu'ils font et en particulier pour avoir organisé cette conférence en 4 parties sous le thème commun de « Marcher sous la pluie ». Ces conférences porteront sur les différentes facettes et défis auxquels font face la personne atteinte de la maladie de Parkinson. En plus de vous fournir des informations, vous allez en profiter de recevoir des bons conseils et stratégies pour mieux vivre. Je vous souhaite une excellente conférence. C'est mon plaisir de présenter la conférencière Maître Danielle Chalifou, qui est membre du Barreau du Québec depuis 1985. Sa présentation aujourd'hui sera un court exposé des recours de droit de la personne et elle discutera de stratégies simples en lien avec ces recours. Je vous présente Maître Chalifou. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être ici et j'espère qu'on va avoir un 45 minutes qui va être profitable pour vous ou pour vos proches. Madame vous a présenté tout à l'heure le sujet de la conférence. Je vais y ajouter juste une petite variante parce que j'ai concentré mon exposé aujourd'hui sur les personnes qui sont en état d'invalidité chronique, comme par exemple des gens qui pourraient avoir la maladie de Parkinson. Et on va aussi parler un peu des assurances invalidité, puis du maintien au travail, parce que c'est des questions qui concernent aussi beaucoup les personnes qui ont des maladies dégénératives, puis qui, tranquillement, vont laisser le marché du travail, mais ne sont pas prêts à le laisser du jour au lendemain. Alors, comme on vous a présenté l'Institut de planification des soins, alors nous, on s'occupe de former des gens, d'aider, de soutenir des personnes qui ont des maladies chroniques dégénératives ou des personnes qui veulent faire leur testament de vie ou leur planification de soins de fin de vie aussi. Alors, on a plusieurs sujets qu'on peut vous présenter. Alors, on va commencer par vous présenter le plan de la conférence. Alors, les droits des personnes qui fréquentent les établissements de santé ou qui sont hébergés dans certains établissements, bien, il y a une protection générale. Excusez-moi, on va commencer par la loi sur les services de santé et services sociaux. Il y a une protection générale qu'on appelle moins aujourd'hui, mais dans le temps, on l'appelait la Charte des droits des patients. Parce qu'antérieurement, on n'appelait pas ça des usagers, on appelait ça des patients. Puis moi, je continue un peu d'appeler ça des patients. Alors, on va voir un peu c'est quoi les droits. Ensuite, on va voir quels sont les établissements, parce que vous avez des droits, vous pouvez les faire valoir, mais pas seulement quand vous fréquentez l'hôpital. Dans toutes sortes d'établissements, on va voir lesquels. La façon de faire valoir ces droits, c'est de faire des plaintes au commissaire local aux plaintes. On va voir aussi comment est-ce que ça se fait et les motifs courants de plainte. Et finalement, la procédure de plainte, qui est à la portée de tout le monde et qui, entre parenthèses, pour répondre un peu à une question qui m'était posée avant la conférence, qui est entièrement gratuite. Alors, j'espère avoir trouvé aussi des moyens pour faire valoir les droits des gens sans qu'ils soient obligés d'être tellement coûteux qu'on renonce quelquefois. Et on va voir un peu les recours disciplinaires et les recours qu'on appelle de droit commun, c'est-à-dire les recours où là, ça prend vraiment de la représentation légale. La partie 2 va porter sur la Charte des droits et libertés, c'est-à-dire les droits qui sont dans la Charte pour tout le monde, mais les droits qui sont dans la Charte aussi pour les personnes handicapées. Parce que les personnes handicapées, vous savez que c'est un motif de discrimination d'être handicapé, donc les droits peuvent être exercés en vertu de la Charte, dont un article très utilisé pour les personnes âgées, mais qui concerne aussi les handicapés, qui est l'article 48. Je vais vous en parler tout à l'heure, c'est la protection en cas d'abus. Et bon, quand on a des droits en vertu de la Charte, bien, comment est-ce qu'on fait pour les faire respecter? Bien, on a des recours devant la Commission des droits ou devant le Tribunal des droits de la personne.
Alors, la troisième partie, c'est cette partie dont je vous parlais en début d'exposé, c'est les maladies dégénératives chroniques et l'invalidité. Parce qu'il y a des assurances invalidité, il y a les employeurs et les employés ont des droits et obligations par rapport au handicap, c'est-à-dire, dans le cas de la maladie de Parkinson, ce sont les limitations fonctionnelles en général, et il y a des recours aussi pour les gens qui sont à l'emploi et qui protègent le maintien à l'emploi pour des personnes qui présentent un handicap. Et puis finalement, on va voir le régime d'État en matière d'invalidité. On va passer rapidement parce que je pense que Mme Turcot va me dire que mon temps est écoulé rendu là parce que ça fait un programme assez chargé. Alors, on commence par les droits des usagers. La loi des services de santé et des services sociaux a été adoptée à une époque où le Québec était ce qu'on appelait un État-providence. On était dans une période où tout était permis, on avait plein d'initiatives, on avait une situation économique favorable et la loi a été adoptée avec les articles 4, 5, 7, 8 de la loi sur les services de santé et services sociaux qui, je vais vous en faire ici là, un petit exposé, mais ça ne sera pas très long. D'abord, le premier droit, c'est l'accès aux services de qualité. Dieu sait si aujourd'hui on a des problèmes quelquefois avec ça, surtout l'accès aux services. Le droit à l'information, c'est-à-dire le droit de savoir qu'est-ce qui nous arrive, toute la question médicale, mais le droit de connaître également un plan de traitement qui est fait pour nous. Alors, ça concerne les soins, puis ça concerne aussi les accidents. Antérieurement, moi, je me souviens que quand, parce que j'ai fait des études d'infirmière aussi, et puis ça a été une première profession pour moi, quand on était témoin d'une chute ou d'une erreur quelconque ou de médicament, on devait en parler à personne. C'était comme on ne faisait aucune déclaration. Les assureurs nous disaient que si on faisait une déclaration, on pouvait comme nuire à l'évolution d'une cause éventuelle, alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et c'est bon que vous le sachiez. Aujourd'hui, que vous soyez dans un établissement, que ça arrive à la clinique ou au CLSC, s'il arrive une blessure, une erreur médicale ou de médicaments, une chute de vos parents ou n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle un rapport d'accident qui doit être fait, qui est dans le dossier et qui aussi doit être communiqué à la personne ou à son représentant si la personne n'est pas en mesure d'agir par elle-même. Alors, ce sont des droits qui sont maintenant des droits relativement nouveaux et qu'on peut aussi mettre en pratique avec certains mécanismes. Alors, la liberté de choix de l'établissement et de son médecin. C'est sûr qu'en clinique privée, c'est facile de choisir son médecin. En établissement, c'est devenu de plus en plus difficile parce que c'est sectorisé, mais le droit est là. Et en principe, une personne qui voudrait vraiment faire valoir son droit, bien, elle pourrait dire, bien, moi, c'est l'article 6 de la loi sur les services de santé et services sociaux. J'ai la liberté du choix de mon médecin et aussi du choix de l'établissement. Et ça peut avoir aussi des répercussions importantes. Mais comme je vous dis, c'est des droits méconnus. Souvent, les personnes ne savent pas ou ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits. C'est pour ça que nous, on donne les conférences. Alors, on a le droit de participer aux décisions. Ça aussi, c'est important. C'est qu'antérieurement, le médecin était comme, hein, on disait en anglais, « Father knows best ». Le docteur avait toujours raison. Alors, il vous disait, bien, ça va être bon pour vous, puis on vous le prescrit, puis c'est tout. Aujourd'hui, c'est pas ça. Le patient ou l'usager, comme la loi le dit, participe aux décisions, est un partenaire. Donc, il a le droit non seulement à l'information de ses soins, mais à déterminer le plan de traitement avec les professionnels. Et j'ai mis aussi la protection des renseignements privés. C'est aussi un droit. Ça, c'est le droit au dossier, à la confidentialité du dossier. Alors, pour continuer sur les droits, le droit d'être accompagné dans ces démarches, on va le voir tout à l'heure, quand on fait une plainte, il y a même un mécanisme formel pour ça. Le consentement aux soins et le refus de soins, c'est aussi, là, vous voyez les articles là, 9, 12 et 10, c'est-à-dire que le consentement aux soins est requis. Hein, vous avez le droit d'accepter ou de refuser un soin, même un soin que certaines personnes trouveraient essentiel pour vous. La décision appartient toujours à l'usager, en autant évidemment qu'il y ait eu l'information
informations nécessaires et qui ait la capacité de décider par lui-même. Alors, la participation et la continuité des services, ça aussi, c'est quelque chose qui existait moins auparavant, mais c'est encore des améliorations dans notre système de santé. La continuité des services, maintenant, administrativement, les services sont regroupés pour donner un meilleur service. Ça n'empêche pas que quelquefois, il y a des accros. Et l'article 13, pour terminer sur la question des droits, bien, c'est l'article qui apporte une certaine limite à l'exercice de ces droits-là, parce que, évidemment, c'est en fonction des ressources et de ce que le centre, le personnel peut vous offrir, parce qu'évidemment, on n'est plus en période aussi extraordinaire où on l'était auparavant. Les ressources sont limitées aujourd'hui, mais les droits existent quand même. Alors, je voulais juste faire une parenthèse sur le droit au dossier médical. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une conférence que l'on fait. C'est très important que vous sachiez comment est-ce que fonctionnent les dossiers, que le dossier vous appartient d'abord et que vous alliez dans une clinique, dans un CLSC, dans n'importe quel établissement de santé, vous avez droit à connaître qu'est-ce qui est écrit dans votre dossier. C'est un droit que vous avez. C'est un droit que le représentant légal a aussi. Si vous avez un parent, disons, qui est incapable de prendre ses décisions, qui est sous l'effet d'un mandat en prévision d'inaptitude puis qui est devenu inapte, bien, le représentant va avoir les mêmes droits aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé droit à son dossier. Il y a la même chose avec le décès du patient. Il y a certaines personnes qui sont habilitées à prendre connaissance des dossiers et il peut y avoir aussi des tiers avec le consentement du patient. C'est sûr que si vous consentez à ce que, disons, votre compagnie d'assurance prenne connaissance de votre dossier, puis vous avez un consentement écrit, bien, c'est sûr que là, la compagnie d'assurance va pouvoir le faire. Mais le grand principe, c'est la confidentialité. Le dossier, pas le support physique, mais les informations contenues dans le dossier sont confidentielles et c'est vraiment, on va donner de l'information quand c'est absolument nécessaire, soit parce qu'il y a un représentant qui en a besoin, disons pour une succession, ou soit pour des questions de santé publique, comme pour des maladies à déclaration obligatoire, ou soit parce que la personne y a consenti. Alors, cette obligation-là, elle est assortie aussi d'une obligation de fournir de l'assistance pour comprendre les renseignements. Parce que vous savez, comme moi, que l'écriture de fourmi ou indéchiffrable des docteurs, pas toujours facile à lire. Donc, vous pouvez, si vous demandez le dossier, demander aussi de pouvoir avoir quelqu'un qui vous aide à comprendre qu'est-ce qui est écrit. En général, c'est les archivistes qui font ça. Alors, bon, là, on a des droits. Maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire respecter en autant qu'il y a eu une violation, évidemment, des droits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, là aussi, il y a quelques années, on a mis sur pied un système, à l'époque, on appelait ça un ombudsman. Mais comme ombudsman, ombudswoman, ombudsperson, les gens, en tout cas, finalement, on a décidé d'appeler ça un commissaire local ou un commissaire régional à la qualité des services. C'est dans la loi, c'est un service, entre parenthèses, complètement gratuit. Alors, dans tous les établissements, et ça, on va le voir tout à l'heure aussi, lesquels, c'est dans beaucoup d'établissements, il y a un commissaire qui a des pouvoirs pour faire respecter les droits des gens. Alors, il a un pouvoir, si vous portez plainte, il y a des formulaires de plainte, si jamais après la conférence, vous voulez en voir, vous voulez en consulter, j'en ai. Quelqu'un porte plainte, le commissaire peut et doit faire enquête. Il peut convoquer des gens à son bureau et les forcer à faire des déclarations. Il a le devoir et le pouvoir aussi de déléguer, admettons qu'il s'aperçoit que c'est une question disciplinaire parce que ça concerne un médecin, un pharmacien ou un dentiste. Il a le droit et le pouvoir de référer ça aux organismes qui s'occupent des plaintes de la déontologie, qu'on appelle là, des ordres professionnels. Puis, alors, donc, il va faire enquête et il doit remettre un rapport. Lorsque la plainte est écrite,
en général, il faut que la décision du commissaire, après qu'il a entendu toutes les parties, parce qu'il y a la règle, je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Landry, qui avait dit un jour, puis les gens avaient ri de ça, avait dit « audi alteram partem ». Puis on l'avait dit, bien, M. Landry parle latin, etc. Ça veut dire ça que toute personne dans un système de droit qui se respecte a le droit d'être entendue. Alors, donc, dans ce contexte-là, si vous faites une plainte, vous avez le droit d'être entendu aussi, de vive voix, et vous avez même le droit de vous faire aider, soit par le commissaire qui a le devoir d'aider la personne à rédiger sa plainte et à l'accompagner aussi dans certaines démarches. Et finalement, le commissaire va rendre une décision ou va avoir communiqué, soit, admettons que c'est un préposé qui a, je ne sais pas, fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire ou qui aurait été négligent, qui ne s'est pas occupé de répondre à une cloche la nuit, puis bon, il est survenu quelque chose. Le commissaire aux plaintes va porter la plainte devant les ressources humaines et il va s'assurer qu'il y a une suite qui a été donnée et le département qui est concerné va devoir faire un rapport au commissaire par la suite pour dire que la situation est réglée. Alors donc, le commissaire aux plaintes doit rendre une décision dans les 45 jours du dépôt de la plainte. C'est quand même assez rapide, là, le temps de lui laisser faire son enquête et tout. Et comme je vous dis, il va déléguer aussi à certaines autres, on va les voir tout à l'heure, là, s'il est question des médecins ou des infirmières qui ont des ordres professionnels qui peuvent sanctionner aussi les personnes qui auraient été fautives ou qui auraient porté atteinte à vos droits. Et il y a un palier d'appel. Si jamais le commissaire rend une décision qui ne vous satisfait pas, vous avez un genre de revision de décision, un appel auprès du protecteur du citoyen. Alors, c'est dans 2 cas qui sont indiqués sur la diapositive. Si le commissaire ne rend pas sa décision dans les 45 jours dont je viens de vous parler, ou si l'usager n'est pas satisfait de la décision. Des organismes de défense qui peuvent aider et accompagner les gens dans des plaintes, il y en a partout. Et c'est c'est gratuit. Je l'ai indiqué ici pour que les gens sachent, parce que moi, j'aime toujours souligner quand un service est gratuit, parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, il est pas mal plus accessible. Alors, il y a des comités d'usagers dans des établissements où il y a des comités de résidents, mais il y a surtout des centres qui s'appellent des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Là, je vous ai mis le sigle de l'île de Montréal, mais ça existe partout dans la province de Québec. C'est gratuit et ils ont le mandat de défendre les droits, mais d'aider les gens aussi dans leur démarche pour les personnes qui veulent porter plainte et qui ne savent pas trop par quel bout prendre ça, là, parce que le réseau, c'est compliqué. Alors, quand on parle de procédure de plainte dans des établissements, on va parler d'établissements du réseau public, c'est-à-dire vous avez, puis ça se prête bien pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, vous avez une personne qui est en relation avec le CLSC. Puis le CLSC, disons qu'elle a commandé ou elle a besoin d'un fauteuil roulant, puis ça fait 3 mois que le fauteuil roulant est supposé arriver, puis il n'est pas arrivé. Ah, c'est un motif. Vous avez droit à la qualité des soins et des services. Alors, les CLSC, dans les services de première ligne, les centres hospitaliers, évidemment, si l'incident se produit dans un centre hospitalier ou dans un CHSLD, ce sont tous des endroits qui font partie du réseau public des établissements. Dans les CHSLD, tout ce qui concerne l'hébergement est aussi une question qui est de juridiction du commissaire aux plaintes. Alors, ce n'est pas rien que les soins, les plans de soins, l'information, le secret professionnel et l'hébergement. Alors, c'est quand même une juridiction assez grande. Et depuis quelques années, le gouvernement a étendu, avec ce qu'on appelait la loi 83, toute la procédure de plainte aux organismes privés ou privés et publics. Les CHSLD qui sont en partenariat, les résidences privées pour les personnes âgées, les ressources intermédiaires. Là, je vous fais une nomenclature, là, c'est un peu long, mais sachez que tous les organismes, même les organismes communautaires qui font affaire avec le CLSC, parce que souvent le CLSC délègue, surtout quand vous avez des gens qui ont des soins de maintien à domicile, va déléguer à un organisme communautaire d'aller aider, un auxiliaire familial, d'aller donner le bain ou des choses comme ça. Bien, si la personne ne rend pas le service
service ou le service n'est pas satisfaisant, c'est de la juridiction du commissaire aux plaintes. Puis vous avez juste à appeler. De toute façon, ils vont vous dire c'est qui le commissaire, puis c'est assez facile. Et j'ai mis certaines cliniques médicales. Ça, c'est surtout pour les gens qui sont dans les grosses cliniques, là, les genres de GMF, là, des cliniques où il y a plusieurs professionnels qui travaillent. Bien, eux aussi, ils sont soumis. Alors, là, vous avez des droits, vous avez un commissaire aux plaintes, et là, on va vous dire à peu près, les plaintes, là, le commissaire doit remettre un rapport au conseil d'administration, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le commissaire aux plaintes relève directement du conseil d'administration d'un hôpital. Donc, son indépendance est quand même assez bien garantie. Il ne relève pas d'un service quelconque, ni de la direction des services, ni professionnel, ni infirmier, ni rien. Il est directement relié avec le conseil d'administration et il fait son rapport annuel au conseil d'administration. C'est comme ça qu'on peut colliger des statistiques sur les plaintes. Alors, je vous montre ici, là, un peu, là, dans quel secteur les plaintes sont les plus fréquentes. La première plainte, c'est l'accessibilité aux soins. Ça, c'est surtout l'accessibilité au téléphone. C'est la première plainte, c'est les plaintes les plus fréquentes. Ensuite, vous avez la qualité, qui vient en deuxième, la qualité des soins et des services. Et en troisième, c'est assez surprenant, mais c'est les relations interpersonnelles, c'est-à-dire la qualité de la relation que vous avez avec le professionnel de la santé. Moi, j'étais curieuse, je suis allée voir dans des rapports pour voir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Bien, c'est des questions d'impolitesse, des gens qui ne vous rappellent pas, qui vous traitent un peu comme, disons, quantité négligeable, des choses comme ça. Alors, ça vient en troisième. Ensuite de ça, l'organisation du milieu et les ressources matérielles, c'est ce qui arrive aussi dans la question des soins et services. Dans les autres secteurs, bien, l'aspect financier, c'est un peu moins fréquent, mais ça arrive surtout dans les questions d'hébergement puis de facturation au niveau d'hébergement puis au niveau des frais supplémentaires. Vous savez, il n'y a pas moyen de se retourner de bord quelque part. Ah oui, mais il y avait des photocopies, il y avait ci, il y avait ça, puis il y a des frais pour ci. Alors ça, les gens font des plaintes là-dessus aussi. Et puis... dans les droits particuliers, je vous avais parlé du dossier médical. Ce n'est pas pour rien que j'en ai parlé, parce que c'est l'objet de plaintes assez fréquentes de gens qui font un bris de confidentialité, puis qui vont aller répéter ou dire aux mauvaises personnes, qui vont parler d'un patient ou de ce qu'il y a dans le dossier d'un patient, alors que le patient n'y a pas consenti et qui sont sous l'emprise, finalement, d'une obligation légale de secret professionnel. Alors ça aussi, ça vient dans la question des motifs les plus fréquents de plainte. Alors, voyez-vous, il y a quand même une assez bonne... il y a quand même beaucoup de genres de plaintes. Alors, je vous avais dit quelques mots sur le traitement des plaintes médicales. Quand il y a une plainte qui s'adresse... Là, ici, j'ai mis le Collège des médecins. Mais ça peut être aussi éventuellement une autre discipline, parce qu'il y a des ordres professionnels, il y en a tellement. Alors, les motifs les plus fréquents pour les plaintes concernant les médecins, ce sont les soins et services, en moyenne 60 %, et les relations, je ne sais pas si ça vous surprend, interpersonnelles, 30 %. Alors, je vous ai mis là un docteur qui est très souriant et très gentil, mais ça a l'air que c'est peut-être pas toujours le cas. En tout cas, c'est ce que en fait, c'est les plaintes que les gens reçoivent. Ça, c'est des statistiques. On va avoir une période de questions à la fin, monsieur. D'accord? Retenez votre question, par exemple. Alors, quand c'est une plainte qui concerne les médecins, elle est acheminée à un médecin examinateur. Dans chaque établissement, il y a un médecin qui est chargé de faire enquête. Il va prendre un peu la relève du commissaire local aux plaintes, mais comme vous pouvez comprendre que si c'est une question de soins, de médical, de diagnostic, de problèmes au niveau de qualité de la performance du médecin, ça prend quasiment un autre médecin pour évaluer le dossier. Alors, le médecin examinateur va faire un peu la même chose que ce que le commissaire va faire. Et si... il y a aussi là, un palier de révision. Il y a toujours des paliers. Dans le droit, il y a toujours quand il y a une première décision, ça ne s'arrête jamais là. Il y a toujours moyen de faire réviser autrement, d'avoir un appel, parce qu'on dit que
selon la règle dont je vous parlais tout à l'heure, chacun a le droit de se faire entendre, puis peut-être qu'il y a eu une erreur quelque part dans un premier palier, alors on va en prévoir d'autres. Alors là aussi, il y a une révision, puis il y a une possibilité de renvoi à un comité de discipline. Ça, c'est la voie disciplinaire, la plainte devant le Collège des médecins. Alors, ça, je vais passer vite là-dessus parce que si on prend trop de temps, on n'aura pas le temps de voir toute notre ordre du jour, là, parce que j'ai un plan assez ambitieux pour vous. Alors, la plainte au Collège des médecins ou à n'importe quel ordre professionnel, parce que je vous ai mis ici des pharmaciens, mais des infirmières et des infirmiers, mais il y en a beaucoup d'autres. Là aussi, c'est un chemin que vous pouvez prendre qui ne vous coûtera rien, pas pour, en tout cas, débuter la chose. Éventuellement, si ça va devant un comité de discipline, puis que là, il y a peut-être, mais comme personne, vous pouvez porter plainte devant un ordre professionnel et la plainte va être examinée par le syndic et qui va décider s'il dépose ou non une plainte devant le comité de discipline. Alors, le comité de discipline de chaque ordre professionnel, que ce soit les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les hygiénistes dentaires, il y en a de tous les genres, va faire un examen et il siège comme un tribunal et il peut décider d'octroyer diverses sanctions contre le professionnel. Mais encore une fois, ça, ce sont des sanctions, des remèdes, des corrections, des choses qui font que la personne qui a porté plainte n'aura pas de rémunération. Là. Il n'y a pas d'octroi d'indemnité par rapport à ça. Le professionnel, lui, il peut être... il peut y avoir une réprimande, il peut y avoir une amende, une suspension temporaire, une radiation, mais comme je vous l'indique sur la diapositive, il n'y a pas d'indemnité de réparation au plaignant. Mais ça ne vous coûte rien quand même pour faire la plainte, mais vous ne retirerez rien. Puis il y a évidemment, on peut en appeler toujours de la décision. Et dans mon expérience de praticienne, comme j'ai fait beaucoup de responsabilités professionnelles, souvent, avant qu'on décide d'aller voir un avocat puis de prendre un recours vraiment pour obtenir une indemnité, on va suggérer de faire un recours disciplinaire parce que là, vous allez avoir toute l'enquête qui va se déployer. Vous allez pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et c'est une bonne façon de se dire ah oui, il y a un droit, puis oui, il y a une faute, parce que c'est sûr que si vous avez, disons, un professionnel quelconque qui est suspendu, bien, c'est certainement pas pour rien, là. Il a dû arriver quelque chose d'assez grave. Alors, disons, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a peut-être une ouverture dans un recours pour une indemnité, mais c'est devant un autre tribunal. Alors, là encore, le syndic peut demander, l'enquête du syndic peut être revisée. Et on peut aussi, si la personne n'est encore pas satisfaite, elle peut déposer une plainte privée. Mais c'est là où, on commence à parler de sous. Puis en général, je pense que les syndics de tous les ordres ont quand même une certaine indépendance et la décision qui est prise à ce niveau-là, d'habitude, on peut dire que c'est une décision motivée et elle est faite après enquête et on peut toujours aller devant le tribunal des professions. Alors ça, c'est pour le recours disciplinaire, ça va de ce côté-là? Bon, alors là, on avait la plainte au commissaire local aux plaintes, c'est-à-dire le premier palier. On peut, si jamais il y a une plainte disciplinaire à faire, on peut la faire. À venir jusqu'à maintenant, on n'a pas déboursé beaucoup d'argent, là, sauf quelques frais évidemment, ça prend des transports, ça prend de la photocopie, il faut monter un dossier, quand même, des choses comme ça. Bon, alors, admettons que votre professionnel il a été suspendu pour 1 an ou il a été radié. Alors là, vous avez comme la quasi-certitude qu'il est arrivé quelque chose de vraiment pas correct. Alors là, vous avez les recours qu'on appelle les recours de droit civil. Parce que le recours de droit civil, c'est là où on va engager un avocat, puis on va aller devant les cours de justice comme la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Et là, ça prend la preuve d'une faute, d'un préjudice, c'est-à-dire un préjudice, un dommage, et le lien de causalité entre les deux. C'est-à-dire il faut que la faute, bon, disons qu'on va se
on va prendre comme exemple, il y a quelqu'un qui a fait une chute dans l'hôpital. Disons que c'est une personne qui est à mobilité réduite et puis elle a été laissée sans surveillance pendant un certain temps et puis, bon, elle a voulu se lever de son fauteuil roulant, elle est tombée puis elle a de multiples fractures. Bon, on dit que, bon, cette personne-là avait besoin d'être surveillée, elle n'a pas été surveillée, donc il y a eu une faute et le préjudice, c'est qu'elle est restée peut-être avec un préjudice permanent et le lien de causalité, bien, c'est que c'est vraiment le fait d'avoir laissé la personne sans surveillance qui a occasionné le fait qu'elle est tombée. Donc, là, on a les trois conditions réunies. Alors, on peut, à ce moment-là, là, on est dans le premier recours dont je vous parle, où on peut demander des dommages compensatoires. C'est-à-dire, on peut demander des dommages, là, comme on dit, on poursuit pour 200 000, 500 000, ça dépend là, du préjudice encouru, qui peut être un préjudice moral autant qu'un préjudice physique. Et il existe aussi, dans la Charte québécoise, à l'article 49, un autre genre de dommage qui est un dommage moral ou un dommage punitif. Ça, c'est un dommage qui s'ajoute au dommage compensatoire et que les tribunaux octroient, pas très souvent, parce que ça prend vraiment une faute très lourde, avec une intention de vouloir nuire à quelqu'un. Mais ça arrive aussi que ça soit accordé. Alors, c'est encore un autre recours qui est ouvert. Mais c'est des recours dont on a à payer parce que ça prend un avocat. Vous allez me permettre de prendre un peu d'eau en attendant que vous regardiez. On va tomber dans la Charte des droits et libertés, là. Bon, alors, la Charte des droits et libertés de la personne comprend des droits, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'adressent à tout le monde. À moi, à vous, en plus des personnes handicapées et tout. Je vous fais ici une liste un peu des droits. Ça, c'est parce que tout à l'heure, on a parlé des droits qui étaient prévus dans la loi sur les services de santé et services sociaux. C'est des droits qui concernent les soins. Mais il y a peut-être bien d'autres choses aussi qui peuvent arriver dans un établissement ou ailleurs, disons des atteintes à la vie, à la sûreté, à l'intégrité de la personne, etc. Ça, ce sont tous des droits prévus dans la Charte des droits et libertés. Puis ça donne aussi ouverture à d'autres recours. Alors, pour ce qui est des gens qui sont intéressés ici par les maladies chroniques, là, la vie, la sûreté, ça, c'est-à-dire la sécurité, l'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imposer un traitement sans votre consentement, et la liberté de la personne, le droit de refus de traitement, c'est tout là-dedans. Les libertés de conscience, de religion, ça arrive moins souvent, mais le droit à la dignité et le droit à la vie privée, qui comprend le droit au respect du secret professionnel, ce sont tous des droits. La libre disposition de ses biens. On va en parler tout à l'heure aussi quand on va voir que des personnes handicapées qui sont hébergées, comment est-ce qu'éventuellement il y a de la jurisprudence concernant ce droit-là en particulier. Alors, pour ce qui est des personnes handicapées, l'article qui donne, si vous voulez, qui est l'assise, la fondation même du droit, c'est le fait qu'il s'est interdit de faire de la discrimination. Toute personne a droit à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés dont on vient de parler tout à l'heure, sans discrimination, exclusion ou préférence fondée, là, il y a 3 petits points parce que pour que ça soit juste plus compréhensible, fondée sur le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier à ce handicap. Et le handicap, il est interprété comme quelque chose de très large. C'est un handicap qui peut être physique, comme une limitation fonctionnelle permanente, c'est un handicap. Une limitation psychologique également peut être considérée comme un handicap. Alors, ce n'est pas uniquement physique. Alors, maintenant, les protections dans la Charte des droits et libertés de la personne, il y en a plusieurs. Puis, il y a l'article 48 qui est beaucoup utilisé et que vous avez intérêt à connaître et que tous les gens qui ont dans leur entourage ou qui ont eux-mêmes à s'occuper d'une personne handicapée doivent être vigilants par rapport à ça. C'est l'article 48 qui dit « Toute personne âgée ou toute personne handicapée, je l'ai mis en rouge parce que c'est un peu ça aujourd'hui ici dont on parle, a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. »
Alors ça, c'est une obligation et ce n'est pas un vœu pieux parce qu'il y a des moyens de faire valoir ce droit-là. Alors ici, là, la Commission des droits de la personne a plusieurs pamphlets là-dessus. Je vous invite à regarder sur Internet si jamais vous pensez qu'il y a quelqu'un de votre famille ou que vous êtes victime d'exploitation. Ça s'adresse à des personnes qui ont une certaine vulnérabilité. Alors, on dit la vulnérabilité, c'est lorsqu'une personne n'est plus en mesure de protéger sa personne ou ses biens. Mais de la protéger, ce n'est pas nécessaire là, d'être complètement vulnérable. Il s'agit d'avoir une vulnérabilité. Et l'exploitation se retrouve dans des situations où il y a une personne vulnérable d'un côté et que cette personne-là est dépendante d'une autre personne qui profite d'elle de manière abusive. Alors donc, vous avez deux forces ici là, qui arrivent en conflit. Vous avez une personne vulnérable qui est dans un état de dépendance, puis vous avez finalement ce qu'on peut dire un exploiteur. Alors donc, elle résulte d'une position de force envers une personne vulnérable qui, de ce fait, est susceptible d'être la victime d'influences indues. Et ces abus-là et cette exploitation-là, elle a plusieurs dimensions. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, physique, psychologique, sociale ou morale. Alors, en d'autres mots, c'est toute forme d'abus. Et ici, j'ai pour des personnes qui sont dans des centres d'hébergement, et j'imagine que les gens qui ont la maladie de Parkinson, la question peut se poser éventuellement qu'elles deviennent hébergées. Alors, la surpopulation, le milieu insalubre, la qualité inférieure sont toutes des questions où il peut y avoir un abuseur et une personne dépendante. Les soins et nourritures inadéquates, ça, c'est des statistiques qui sont prises de la Commission des droits et libertés. Alors, c'est eux qui, finalement, font le constat qu'il y a de l'exploitation. Je ne dis pas qu'il y en a partout, ni dans tous les centres d'hébergement, mais les plaintes par rapport à ça surviennent dans les maisons d'hébergement à cause du milieu de vie insalubre, la nourriture inadéquate, les relations entre les résidents et le personnel qui peuvent être agressives ou inappropriées. Ça revient encore. On avait vu tout à l'heure que les plaintes dans les établissements aussi, les relations interpersonnelles, c'était fréquent. Bien, c'est fréquent aussi à la Commission des droits. Puis, à l'occasion, c'est considéré comme un abus. Alors, les produits chimiques ou de force physique pour contrôler la personne âgée. Ça, c'est les fameuses, on appelle ça les contentions là, dans le monde médical, qui sont utilisées de façon abusive. Une contention, ça peut être physique. Vous savez qu'une personne qui est dans un fauteuil gériatrique duquel on met un plateau devant elle et qu'elle ne peut rien faire, être immobilisée, on peut la considérer en contention. Et la contention chimique, bien évidemment, vous savez ce que c'est les personnes qui sont hyper médicalisées. Ça peut faire l'objet d'abus et de recours de l'article 48, qui, entre parenthèses, est encore un recours gratuit. La violence spirituelle, on ne serait pas porté à penser que ça peut exister, les pratiques, des traditions, des coutumes spirituelles qui sont limitées ou empêchées. Alors, comment reconnaître l'exploitation? Bien, ça ici, là, c'est des exemples que je vous donne, des exemples qui sont pris dans les cas qui ont été présentés soit à la Commission ou au Tribunal des droits de la personne. Une personne est forcée de signer des chèques, de donner accès à sa carte de crédit. Ça, c'est dans des milieux d'hébergement d'habitude ou des petits milieux privés où est-ce que la personne qui est en charge, qui gère, s'approprie quasiment les biens en disant que c'est la gestion. Et il y a eu beaucoup d'abus et maintenant, c'est sanctionné par la Commission. On l'empêche de recevoir des visites ou de communiquer avec des proches parce que c'est sûr que quand on isole une personne, on est plus susceptible de devenir un exploiteur parce que la personne est dépendante de vous. On l'empêche de recevoir des services médicaux appropriés. Elle est maltraitée par... Ah, et ça, bien là, la dernière chose, c'est malheureusement vrai. Et la maltraitance par un proche ou par une personne qui s'occupe d'elle, c'est aussi une réalité qu'il faut envisager. Alors, admettons que vous soyez témoin de ça. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça? Alors là, on est à qui peut porter plainte. Je vous ai mis mon petit bonhomme avec le téléphone parce que à la Commission, là, ce n'est pas nécessaire d'être formel, puis vous n'avez pas besoin de prendre des moyens particuliers. Vous appelez. Alors, vous pouvez appeler, mais vous pouvez aussi appeler un organisme de défense de droit, il y en existe beaucoup, là, qui peut le faire pour vous aussi. Puis, bon, alors, même un témoin peut dénoncer la situation à la Commission, puis la Commission peut faire enquête de son propre chef.
Alors, je vais passer très vite sur les pouvoirs et responsabilités de la Commission, parce que la Commission, elle a un pouvoir d'enquête, elle a un pouvoir assez large qu'elle peut essayer de concilier avec des mesures de réparation, de proposer des arbitrages. Elle peut même aller devant un tribunal pour faire ordonner que des procédures, des mesures cessent, et puis elle peut avoir des mesures, elle peut faire demander des mesures d'urgence. Et finalement, elle peut aller au tribunal des droits de la personne. Alors, voyez-vous, on était dans une situation d'abus, d'exploitation. On a le recours de la Commission, puis on a éventuellement, si jamais ça ne se règle pas parce qu'il n'y a pas de conciliation ou de médiation possible, on s'en va au tribunal des droits de la personne. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques paliers, mais à venir jusqu'à maintenant, c'est la Commission et c'est le tribunal qui prend en main la situation. Donc, encore là, la question des coûts, c'est minime. Alors là, vu que j'arrive à la partie 3 de mon plan et que Mme Turcot m'a dit que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais prendre ma gorgée d'eau et je vous reviens avec toute la question d'invalidité. Vous allez voir, je pense que ça va être important aussi. Vous aurez passé 15 minutes pour les questions, je vous le dis tout de suite. Monsieur me dit qu'on n'aura pas assez de 15 minutes pour les questions. Alors, on verra. Notre régisseur, réalisatrice ici, elle nous dira quoi faire. On pourra continuer après. Bon, alors, maintenant, les maladies chroniques dégénératives, ça se manifeste, comme vous le savez, très graduellement. En général, les gens qui ont un diagnostic sont employés quelque part. Soit qu'ils sont employés par une grosse ou petite compagnie, syndiquée ou pas syndiquée, c'est ce qu'on va voir là. Mais en général, il y a des contrats d'assurance. Et il y a un droit aussi qui est aussi dans les droits dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on a dit les droits fondamentaux d'une personne, on a l'interdiction de discrimination par rapport aux personnes handicapées. Donc, il y a un droit qui s'appelle le maintien à l'emploi, qui est très important. Puis ça, je vais prendre quelques minutes pour vous en parler parce que je pense que ça va être de cette section-là la chose la plus importante. Alors, les contrats d'assurance invalidité, bien, moi, dans mon temps, quand je pratiquais activement le droit puis que je faisais de l'assurance, quand on parlait, d'abord, il y avait l'assurance salaire, ça ne pose pas de problème, mais c'est pour une période qui est assez courte. Hein? Alors, après, là, admettons qu'il y a une personne qui a la maladie de Parkinson, c'est évidemment, son invalidité va se prolonger. Et là, bien, dépendamment des compagnies d'assurance et des employeurs, bien, il y avait des questions d'invalidité et des assurances n'avaient pas tous la même politique par rapport à ça. Et moi, j'ai déjà vu une personne qui arrive dans mon bureau, qui n'est pas capable de rester debout, qui n'est pas capable de s'asseoir, puis qui n'est pas capable d'être couchée non plus, tellement elle est en douleur. Elle est comme ça depuis quelques années et son assureur invalidité dit qu'elle est capable de remplir un emploi, qu'il ne paiera pas des prestations d'assurance invalidité. Alors, il y avait beaucoup disons, de questions qui étaient reliées à la définition dans les contrat d'assurance de c'est quoi l'invalidité. Et finalement, c'est la Cour suprême qui a mis un terme à ça. Puis elle a dit une personne est invalide quand elle ne peut pas retourner avec un emploi raisonnablement comparable et raisonnablement rémunérateur dans le secteur pour lequel elle a l'éducation et la formation qu'il faut. Ce n'est pas une incapacité à faire tout, là. Il ne faut pas être quasiment légume, là, parce que les compagnies d'assurance avaient exagéré un peu de ce côté-là. Alors, c'est pour ça que maintenant, on a la notion d'emploi comparable et c'est la Cour suprême qui a décidé que ce serait cette notion-là. Donc, les gens ont droit à leur invalidité. Maintenant, les travailleurs en général, regardez, c'est parce que, vous savez, dans le droit, il y a beaucoup de choses qui font que, bon, on va aller de quel côté? Il y a des droits dans la Charte, il y a des droits dans le Code civil, il y a des droits dans les normes du travail, il y a des droits dans la santé et sécurité, mais finalement, retenez que les personnes qui sont en invalidité, qui sont handicapées, que ce soit dans n'importe quel de ces véhicules législatifs-là, il y a des droits et elles peuvent les faire valoir. Bon, alors maintenant, le travailleur handicapé, lui, il y a les droits généraux que tout le monde a, mais il y a aussi des droits particuliers parce qu'il y a des limitations fonctionnelles. Et le Code civil donne un droit aux travailleurs, évidemment, de travailler dans des conditions de sa santé, mais il donne un droit aussi à l'employeur à la prestation de travail, c'est-à-dire qu'il faut que l'employé remplisse les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Et antérieurement, avant
qu'on ait la question de la discrimination par rapport à l'accommodement raisonnable, l'employeur, il pouvait congédier quelqu'un. Je vous ai parlé de discrimination tout à l'heure. Je vais vous en reparler aussi à l'emploi parce qu'on dit que l'employeur a des droits à discriminer en emploi dans un secteur excessivement strict quand les conditions de travail, il faut absolument, d'une manière objective, qu'elles soient remplies par quelqu'un et qui a des caractéristiques particulières. Puis, on donne la plupart du temps l'exemple de quelqu'un qui veut annoncer des soutiens-gorge. Bien, il n'ira pas engager un homme pour annoncer des soutiens-gorge parce qu'un homme, là, ça n'a pas de sein, hein? Ça fait que c'est pas approprié. Mais ça, on appelle ça la norme objective et essentielle. Mais à part ça, l'employeur ne peut pas faire de discrimination à l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une personne est handicapée, qui a une maladie dégénérative qui progressivement va s'installer? Cette personne-là est capable de travailler, mais peut-être pas capable de remplir exactement le travail qu'elle faisait auparavant. Alors, anciennement, bien, c'était malheureux, mais les gens étaient congédiés, puis il n'y avait pas beaucoup de filet social, alors c'était vraiment excessivement dommage. Et j'ai encore recours à une décision importante de la Cour suprême, parce que c'est la Cour suprême qui, la première, a développé le concept de accommodement raisonnable. Vous en avez entendu parler beaucoup d'accommodement raisonnable en matière de religion, mais il existe en matière de handicap également, et les règles ont déjà été établies par la Cour suprême, et je vais prendre la peine de vous les lire parce que c'est des règles importantes. J'y arrive, là. Alors, l'accommodement raisonnable, c'est une règle qui fait qu'on va privilégier le maintien à l'emploi des personnes handicapées. C'est un devoir légal pour l'employeur et c'est un droit pour l'employé. Ça s'adresse à un employé qui est incapable d'accomplir des tâches pour une raison de handicap. Bon, puis on a dit, un handicap, c'est une limitation fonctionnelle. Alors, les tribunaux ont comme bouleversé le droit quand ils ont décidé que l'obligation de l'employeur d'accommoder le travailleur était une obligation légale et qu'il devait donner priorité au maintien du lien d'emploi de deux façons. Soit en adaptant le travail actuel de la personne, si c'était possible, en adaptant les horaires, toute l'ergonomie du travail, si c'est ça qui est le problème, le lieu, permettre peut-être aujourd'hui des travails à domicile, des choses comme ça. Alors ça, c'est une façon. Ou l'autre façon, c'est en offrant un travail différent que l'employé peut remplir à l'intérieur même de l'entreprise. Alors, et même, il y a des arbitres qui vont même au-delà des conventions collectives. Maintenant, ils disent que le droit au maintien à l'emploi a priorité sur la convention collective. Donc, on peut reclasser un employé, on peut passer outre la convention collective et pour lui trouver un emploi dans lequel il va pouvoir continuer de travailler, puisque le maintien à l'emploi, c'est un droit. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des situations dans laquelle ça devient comme excessif. Alors là, la Cour suprême a dit le droit au maintien à l'emploi est là. L'employeur ou bien adapte le poste ou donne un autre poste à l'employé, mais évidemment, on va avoir quelques restrictions parce que ça ne peut pas être comme illimité. L'employeur, il a le droit à sa prestation de travail, c'est-à-dire il a le droit que l'employé fasse ce pourquoi il l'a engagé et payé. Alors donc, le devoir d'accommodement de l'employeur, il y a des limites. Alors, on parle de caractère déraisonnable ou le terme consacré, c'est la contrainte excessive. Si l'accommodement
au point de vue financier est tel que ça peut mettre l'entreprise en péril ou qui est un fardeau trop grand, soit qu'il y a des risques pour la santé et la sécurité de l'handicapé ou des personnes autour de lui. C'est sûr que si la personne avait un travail très dangereux, ben, il ne pourra probablement pas l'exercer parce qu'il va mettre sa propre sécurité, mais la sécurité de ses collègues aussi en danger. Et il y a des limites dans l'adaptabilité des lieux aussi. Il y a des petites entreprises qui n'ont peut-être pas le moyen de faire des changements terribles. Mais tout ça, c'est à la charge de l'employeur de le prouver. Si la Commission des droits et libertés, on en revient toujours là, a un service pour les accommodements raisonnables qui s'adresse autant aux personnes qu'aux employeurs et il vous donne toute la façon de procéder si jamais un employeur dit « bien là, moi, c'est bien de valeur, je ne pourrais pas te garder parce que blablabla ». Et d'ailleurs, vous pouvez faire une demande à la commission, vont examiner toute la question et c'est à l'employeur à prouver qu'il y a des contraintes excessives qui sont vraiment déraisonnables et à ce moment-là, bien, il ne sera peut-être pas obligé de maintenir la personne en emploi. Puis l'exemple typique, là, c'est une cause du Centre hospitalier universitaire de l'Université McGill, où l'université avait une personne qui avait été mise en incapacité, en maladie, plusieurs fois, revenait au travail un peu pour une période assez courte, retournait en maladie, retournait en incapacité. Alors, quand elle a eu épuisé tous les privilèges que la convention collective avait donnés, bien là, elle est allée en arbitrage parce qu'elle considérait qu'elle devait encore être à l'emploi de l'institution en question. Et là, l'arbitre a dit, mais là, il y a une limite, là. Quand on sait pertinemment que jamais la personne pourra avoir n'importe quel emploi qu'on lui trouve, n'importe quel accommodement qu'on lui trouve, c'est jamais satisfaisant parce que sa maladie est trop grave. À ce moment-là, il a considéré qu'il y avait l'épuisement des privilèges qui était prévu. Ça s'était produit sur plusieurs années et là, il a permis le congédiement. Donc, c'est l'exemple du syndicat de l'Hôpital général de Montréal qui dit qu'il peut y avoir une limite, mais encore là, c'est quand c'est très excessif. Alors, ici, on a des recours en droit du travail. Je ne vous les nommerai pas tous parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Puis, rendu là, j'ai mis plusieurs pommes là, parce qu'on peut en choisir. Là, regardez, des recours, il y en a de toutes sortes. Puis là, c'est probablement avec le conseil, soit des syndicats, entre parenthèses, les personnes qui sont employées dans des entreprises syndiquées et qui deviennent handicapées, qui ont des limitations. Ce n'est pas rien que l'employeur qui a l'obligation du maintien à l'emploi. Le syndicat a l'obligation d'accompagner l'employé dans ses démarches pour faire en sorte qu'on lui trouve un accommodement raisonnable. Alors, c'est ça. S'il y a une convention collective ou non, il y a les arbitres des griefs, il y a la commission des normes, il y a l'article 124, c'est peut-être des choses dont vous avez déjà entendu parler. Et encore là, une autre fois, la plainte à la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne sont des voies qui ne coûtent pas, qui sont gratuites dans ce sens que vous n'avez pas nécessairement l'obligation d'être représenté par avocat, puis que la commission va s'emparer un peu de la cause et va la mener jusqu'au Tribunal des droits de la personne. Donc, ce sont des recours qui sont quand même à la portée des gens. Et il y a toujours les recours de droit commun, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir des compensations, des dédommagements pour des pertes de salaire et même des dommages punitifs éventuellement. Est-ce qu'on a le temps, 2 minutes, de parler de la Régie des rentes du Québec? Bon, une fois que vous avez épuisé toutes les questions de convention collective, d'accommodement raisonnable et que vous ne pouvez plus être en entreprise, bien là, évidemment, il y a la rente en matière d'invalidité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la Régie des rentes du Québec qui s'occupe de la rente d'invalidité. Et la Régie des rentes du Québec prévoit une rente d'invalidité pour la personne invalide, mais elle prévoit aussi une rente
rente d'invalidité pour les enfants de la personne invalide. C'est bon à savoir parce qu'il y a une protection pour la famille aussi. Mais c'est sûr que c'est un organisme public, alors c'est très restrictif. La définition de l'invalidité, c'est la Régie des rentes qui va vous la donner parce que c'est selon leurs expertises médicales à elles. Il faut vraiment une maladie très, très grave, une limitation fonctionnelle quasiment totale et c'est sûr qu'il faut que ça ait un caractère permanent. Mais il y a quand même moyen d'avoir une rente dans ce domaine-là. Et évidemment, dans n'importe quel organisme gouvernemental, on ne va pas vous donner double rente si vous avez déjà une rente d'invalidité d'une assurance ou de la CSST ou de la Société de l'assurance automobile ou etc. Ça, c'est la rente comme de dernier recours. Alors, on va vous déduire les autres rentes que vous pouvez recevoir ou on va interdire le cumul aussi. Mais ça, c'est normal, puis c'est normal dans n'importe quel domaine. Vous ne pouvez pas être dédommagé 2 fois pour la même chose. Alors, donc, vous pouvez avoir une rente, vous n'avez pas d'en avoir 3, là, aller frapper à 5-6 portes, là, et ces gens-là, ils vont se concerter ensemble. Et l'incapacité dont on parle dans la rente d'invalidité, bien, elle n'est jamais temporaire, elle est toujours permanente. Alors, c'est un peu ça. Encore une fois, contestation de la décision de la Régie, elle peut reviser sa propre décision. Et là, on s'en va, si on n'est pas content, au tribunal administratif du Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, comme on dit familièrement, le TAC, qui est un tribunal administratif qui juge un peu en révision ou en appel des décisions qui ont été faites dans les premières instances au niveau gouvernemental. Alors, c'est le régime de dernière instance, disons, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent normalement y avoir recours, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils aient cotisé à la Régie des rentes pour avoir ce droit-là et qu'après 65 ans, bien, ça s'éteint parce que là, ça rentre en ligne de compte les autres régimes de pension, là, tout ça. Alors, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire dans ces domaines-là. On a passé ça bien vite. On va revenir ici parce que là, je vous offre de poser des questions. Une chose qu'on vit dans le quotidien, quand les personnes sont hospitalisées, les gens qui ont le Parkinson ont une médication très précise, qui n'est pas nécessairement la même pour chaque personne. Une des difficultés qu'on a dans les hôpitaux, entre autres, quand ils sont hospitalisés, à l'hôpital, ils ont une façon de donner les médicaments. Okay? Ils ont des heures fixes qui ne correspondent pas aux médicaments, à la posologie, si vous voulez, de la personne qui a le Parkinson. Je donne l'exemple du Parkinson, je ne connais pas les autres maladies. Est-ce qu'on a un recours pour forcer l'hôpital à respecter la posologie? Bien, écoutez, là, on va revenir, si vous voulez, au début des droits là, dont on a fait mention selon la loi. Il y a 2 choses dans votre question. D'abord, il y a des situations de fait là, que je ne peux pas juger parce que je n'ai pas toute la connaissance du dossier devant moi. Mais c'est sûr que l'hôpital, quand une personne est admise, elle va faire un peu, peut-être des fois, le ménage dans les médicaments ou le médecin traitant va peut-être prescrire un autre genre de médicaments. Ça peut arriver. Il n'y a pas nécessairement une négligence, là. Là où il pourrait y avoir une négligence, par exemple, c'est le devoir d'information, parce qu'il faut quand même que le patient ou l'usager et sa famille sachent pourquoi le médicament est changé ou la posologie est changée. Et ça, c'est très important. Puis ça, c'est un droit pour lequel vous avez un recours. Vous pouvez vous plaindre. Et puis, c'est sûr que s'il y avait une omission ou il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre d'une faute, bien là, vous avez le recours aussi, mais qui va finalement devenir disciplinaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pas tout à fait. Je vais vous donner un exemple très concret. La personne a le Parkinson, elle a une posologie aux 3 heures. Et le médecin, le neurologue insiste, puis d'ailleurs, on a même un programme, nous autres, à la société, c'est Just in Time, pour prendre les médicaments aux 3 heures. Or, les hôpitaux ne donnent pas des médicaments aux 3 heures. Et est-ce qu'on peut avoir un recours pour qu'à l'hôpital, ils respectent ce 3 heures-là?
Mais c'est une excellente question et moi, je vous encouragerais fortement à faire une plainte. Et je suis sûre qu'une plainte qui serait faite aurait des effets. Parce que le commissaire aux plaintes a l'obligation de prendre votre cas en considération, mais il a l'obligation d'avertir le département aussi. Et le département a l'obligation de faire quelque chose. Je ne vous dis pas que ça va se faire dans 2 jours, mais au moins pour le bénéfice des autres personnes, parce que je suis d'accord avec vous, c'est pas facile dans la routine de donner des médications à des heures différentes que les heures auxquelles Mais c'est faisable. Et si c'est prescrit, et si c'est comme ça que ça doit se faire, il faut que ça se fasse comme ça. Et moi, j'irai au commissaire aux plaintes avec ça n'importe quand. Fait qu'il y en a un recours. Ça répond à votre question? Oui, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Oui, madame. Souvent, la plupart du temps, les gens qui ont le Parkinson n'ont pas nécessairement de problèmes cognitifs. Exact. De sorte que, mais souvent, ils vont se retrouver pour des périodes de répit dans des résidences pour personnes qui ont des problèmes cognitifs. Alors, à ce moment-là, on leur enlève leurs médicaments, on les traite comme s'il y avait des problèmes cognitifs, on les infantilise et ils ne peuvent plus rien dire. Et quand ils reviennent à la maison après une semaine, ils sont complètement bouleversés. D'abord, comme monsieur disait, les médicaments n'ont pas été donnés à temps, la maladie a régressé, le Parkinson est dans le plancher. Mais moi, c'est toujours dans le temps. Je comprends qu'on ait un recours et finalement, si on fait un recours, c'est pour les autres. Parce que la personne vers qui on voudrait que l'amélioration se fasse, il y a peu de chances qu'elle puisse en bénéficier. Mais si quelqu'un ose entreprendre un recours, on ose espérer que ça va aider les autres. Écoutez, madame, c'est sûr que les recours, ça ne se fait pas instantanément. Mais un recours de ce genre, une situation de ce genre-là, ça ne devrait pas exister. Ça existe parce qu'il y a une limitation par rapport aux ressources. Mais si vous ne faites pas de plainte, puis si le voisin ne fait pas de plainte, et si personne ne fait des plaintes, vous n'en aurez pas d'amélioration. Donc, c'est important de la faire. Et là, vous avez une question d'hébergement. Vous avez on a le droit, il est consacré dans la loi, du choix de l'hébergement. Vous avez un soin qui n'est pas de qualité, qui n'est pas respectueux de l'état de la personne. Vous avez un recours peut-être même en exploitation, abus d'un handicapé. Alors, selon moi, vous avez le commissaire local aux plaintes, parce que ça couvre toutes les questions d'hébergement, ça, même dans un hébergement privé, et vous avez la Commission des droits de la personne. Puis si c'est quelque chose que vous voyez souvent autour de vous, moi, je vous dis là, que cette politique-là, si à un moment donné, la personne qui est responsable du placement, là, puis qui l'a placé dans un répit, dans un endroit comme ça, elle reçoit un téléphone de la Commission des droits de la personne, oh, ça va faire bouger. J'ai bien l'impression que ça va faire bouger. Peut-être qu'elle-même, cette personne-là, va référer à d'autres qui vont faire que les politiques vont changer. Parce que, d'après ce que vous me dites, il y a un préjudice sérieux et certain par rapport à la personne qui est hébergée dans un milieu qui ne lui convient pas, finalement. Alors, non, écoutez, moi, je suis ici pour vous dire, vous avez des droits, vous avez des recours, puis surtout quand ces recours-là vous coûtent du temps, mais ne vous coûtent pas vraiment d'argent, écoutez, pour vous-même et pour la collectivité, ça vaut la peine. Parce que ces gens-là, ils font des rapports, ils se consultent ensuite ensemble et ils prennent ça au sérieux, une plainte. Vous savez, quand ils arrivent, on est dans un département, puis moi, je l'ai vécu là, autour, là, quand il y a quelqu'un qui fait une plainte, là, oh mon Dieu, ça se sait vite, puis on dit, oh, il y a eu une plainte, puis tout le monde fait attention, hein? C'est que souvent, c'est la personne qui est malade ou la personne qui est son aidant ou aidante, son temps est compté et dévoué en toute compassion envers la personne avec laquelle elle doit prendre soin. Oui. Maintenant, quand on s'en va en guerre contre des situations malveillantes, bien, ça nous amène dans un autre état d'esprit. Et on a très peu de temps ou d'énergie, c'est évident. Et à ce moment-là, on a très peu de temps. Est-ce qu'on peut être représenté par des gens comme la Société de Parkinson ou des gens de la société qui sont au courant de ça, qui ont eu des histoires qui leur ont été racontées et qui souvent ont accompagné, comme accompagnantes des membres de la société qui sont allés en hébergement ou en répit ou qui entendent des états de choses comme ça?
Bien, écoutez, pour la Société de Parkinson, là, moi, je ne peux pas parler pour eux. Nous, en tout cas, à l'Institut de planification des soins, on peut toujours écouter et référer. Et moi, ce que je vous dirais d'emblée, vous avez une lourde charge de proche aidant, puis la personne elle-même ne le fera pas. Regardez, le commissaire local aux plaintes a l'obligation de vous aider dans vos démarches. Vous avez à vous téléphoner et ils vont tous vous dire quoi faire. Et vous avez la Société d'accompagnement dont j'ai mis une diapositive au début. Là. Je ne retournerai pas en arrière parce que ça ferait peut-être un peu trop de mélange pour la caméra. Mais il y en a partout de ça et c'est gratuit. Alors, il s'agit d'appeler au CLSC, disons, ou à un CH, demander le nom du commissaire aux plaintes qui est là, puis de lui demander l'information. Puis si vous pensez qu'il y a, comme je vous dis tout à l'heure, là, des questions... Il pourrait y avoir de l'abus ou de l'exploitation, vous appelez à la commission. C'est un téléphone, mais il y a partout, maintenant, il y a des organismes de soutien qui peuvent vous aider dans les démarches. C'est sûr que ça prend quand même une certaine participation de votre part, là, mais vous êtes soutenu et accompagné. Et la loi des services de santé et services sociaux vous donne le droit en tout temps d'être accompagné. Et c'est gratuit. Je ne suis pas dans cette situation-là, je vous le dis tout de suite. Par contre, j'entends les personnes qui sont dans cette situation-là et qui ont peur parce qu'ils ont peur que le malade soit pénalisé parce qu'on est allé brasser, puis ça a fait du trouble, puis le personnel n'est pas content. Ils se sont fait dire par le personnel, ici ça marche comme ça, si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Et ici, je veux dire, tu ne te sens pas bienvenu, tu te sens mal. Ça, c'est légalement, là, il y a quelque chose à faire contre le se sentir mal et les répercussions que ça peut avoir sur le quotidien des gens qui sont en hébergement. Bien, c'est sûr que, regardez, le droit a des limites. Hein? Si une personne a peur, c'est difficile. Légalement, on ne peut pas lui enlever sa peur. On peut simplement essayer de convaincre les gens de dire que quand vous avez des droits, bien, c'est sûr que... il n'y a pas de raison d'avoir peur de faire valoir un droit. Et moi, je peux vous dire que dans les établissements, il y a peut-être certaines personnes à l'occasion qui peuvent mal réagir, mais en général, c'est pris très au sérieux. Et plus il va y avoir de gens qui vont faire valoir leurs droits, plus il va y avoir de personnes qui vont être en mesure de constater des choses puis d'apporter des améliorations. Je vous dis, madame, ce n'est pas pris à la légère. Le protecteur du citoyen, lui, collige tous les rapports de tous les commissaires locaux et régionaux des plaintes du Québec et fait un rapport annuel. L'année passée, d'ailleurs, il a fait un rapport, je crois, portant sur les résultats qu'il avait obtenus, qui était assez critique, et ça s'est fait directement à l'Assemblée nationale. Et les ministres ont ça dans leur agenda aussi, parce qu'ils savent que la population réclame des choses. Mais si vous ne réclamez jamais rien, bien, ça mène pas, ça mène nulle part, finalement. Voyez-vous, il faut se responsabiliser puis s'assumer aussi dans une certaine mesure, quoique je comprends que c'est très difficile dans ce cas-là, mais au point de vue de l'intérêt collectif, c'est important aussi. Oui, madame. Dans un autre de vos idées, vous avez mentionné qu'il y avait différentes définitions de l'invalidité, selon que ce soit gouvernemental avec la Régie des rentes ou par la Cour suprême. Est-ce que dans le gouvernement, il y a plusieurs autres définitions? Si on parle en termes de faire une demande de vignette pour le stationnement ou d'autres types de demandes d'invalidité, de crédit d'impôt, est-ce que c'est toute la même définition pour le gouvernement ou chaque ministère a sa propre définition? Je dois vous dire que je ne connais pas toutes les définitions. Il faudrait faire une étude comparative ou exhaustive des définitions, mais je serais portée à dire qu'il existe beaucoup, en tout cas, au niveau de l'assurance, en principe, il y a plusieurs définitions. Au niveau de la CSST, de la SAC et de la Régie des rentes, les définitions peuvent être différentes. Donc, j'imagine que pour d'autres raisons aussi, on peut avoir des critères différents. Le critère, apparemment, de la Régie des rentes du Québec est très restrictif. Il est peut-être moins ailleurs, mais je n'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais c'est très possible qu'il y ait plusieurs définitions d'incapacité. C'est d'ailleurs pourquoi la Cour suprême avait comme émis des critères pour dire, écoutez, là, on ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis en disant là, que telle définition ou telle autre définition, on va faire un genre de définition qui va être
qui va être équitable pour tout le monde, puis qui va pouvoir être admissible sans créer des situations qui sont sans issue, là. Alors, donc, les définitions, des fois, c'est pour ça qu'il faut aussi, quand on a des recours, les utiliser, parce que des fois, il va y avoir des arbitres, il va y avoir des gens, des décideurs quelque part, qui vont passer outre à certaines définitions restrictives. Quand, question d'équité. Est-ce que... Je vais répondre à votre question? Oui, oui, monsieur. Je peux en poser une autre? OK. D'une façon très pratique, là, Oui. Une des choses auxquelles on fait toujours face, c'est l'information. À qui on appelle? Il y en a combien de numéros de téléphone qu'on peut appeler quand on a une plainte? On ne sait pas. C'est un peu comme quand on a un diagnostic de Parkinson, notre première réaction, c'est quoi ça? Puis qui peut m'aider? Okay. Oui. Mais là, je vous pose la même question, j'ai une plainte. Oui. J'appelle où? Ah, vous pouvez appeler, disons que c'est le CLSC, l'endroit où ça s'est produit. Admettons que ça soit dans un hébergement. Mais il n'y a pas un téléphone provincial où les autres vont me diriger exactement à la bonne place? Parce que ça, c'est un des grands défis. Malheureusement, non. Les formulaires de plainte sont différents d'un endroit à l'autre. J'en ai un quelque part ici. Vous pourrez venir le voir tout à l'heure. Là, chaque CSSS, là, des centres de services de santé et services sociaux, ont leur formulaire, puis ont un peu leur manière de procéder. Puis les commissaires aux plaintes, bien, c'est des gens qui sont engagés, mais ils ne sont pas physiquement à un seul endroit. Disons, ils vont avoir la responsabilité de plusieurs endroits. Fait que la première chose à faire, c'est d'appeler à là où s'est produit l'injustice quelconque, là, ou la plainte que vous avez à faire, puis de dire, moi, je veux faire une plainte. Puis là, ils ne peuvent pas vous laisser comme ça. Ils vont vous dire, bien, soit venez chercher le formulaire, puis remplissez-le, ou vous pouvez le faire par écrit. Et ils ont l'obligation, à partir de ce moment-là, de ne pas vous laisser tomber. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, je pense qu'on va terminer ici. Ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que vous allez sortir, comme disent les publicités, un peu moins niaiseux. Merci.